et bienvenue à tous pour le nouvel épisode du Bloc-Notes Photo. Un épisode centré sur l'actualité, un épisode ou plutôt deux épisodes étant donné la richesse de l'actualité en ce début de mois de janvier. Pour commencer, nous allons aborder les boîtiers et les optiques, et dans un prochain épisode, nous verrons les accessoires et la partie numérique. Débutons donc avec les boîtiers. Première nouveauté côté boîtier, le Panasonic GH5S, un concurrent des Sony Alpha 7S. Il suit le même chemin que les concurrents de Sony, en ayant un capteur peu défini, mais en échange, vous pouvez monter en sensibilité sans difficulté, sans qu'il y ait trop de bruit dans l'image. Il intéressera donc principalement les vidéastes, étant donné sa faible résolution de seulement 10 mégapixels, chez Sony c'est 12, mais en échange, vous pouvez aller dans des très hautes sensibilités, avoir très peu de lumière et pourtant une belle qualité d'image encore. Pour parfaire le tout, Panasonic a enlevé le filtre passe-bas sur le capteur et puis ils ont aussi supprimé la stabilisation, ce qui semblera peut-être un peu étrange étant donné qu'elle fonctionne bien sur les autres boîtiers de Panasonic, mais ils ont jugé qu'elle apportait un petit peu de netteté en moins. Alors, pour contrebalancer la chose, ils l'ont supprimé. En dehors de cela, c'est un boîtier très classique ou plutôt identique à son frère quasi jumeau qui est le GH5. En revanche, par rapport à celui-ci, il se dote encore d'autres fonctionnalités en vidéo, vous les avez sous les yeux, telles l'enregistrement en 4.2.2 10 bits ou la possibilité d'enregistrer jusqu'à 400 mégabits un flux 4K 24 images secondes, de 4K anamorphique ou encore du HDR. Vous voyez donc que le boîtier cible vraiment les vidéastes. À côté de cela, encore d'autres éléments qui vont dans ce sens, la présence d'un Vlog et d'un générateur de timecode, pour vraiment une synchro parfaite, image, son, lorsque celui-ci est enregistré à part, son enregistreur externe. Également l'ajout d'un système de suppression active du bruit, comme les casques anti-bruit, vous savez, qui donnent une onde qui s'oppose au bruit ambiant pour que celui-ci soit gommé et que l'on puisse entendre le son correctement. Là, c'est pour gommer le bruit considéré comme bruit perturbateur, je pense. En particulier, il faudra voir dans les tests tout ce qui peut être produit par le boîtier lui-même. Il y a aussi des connexions très modernes, le Bluetooth 4.2, autrement dit la dernière version du Bluetooth, un Wi-Fi AC, et puis côté filaire, un connecteur USB type C. Ce boîtier s'adresse vraiment donc aux vidéastes. Si vous êtes moitié vidéo, moitié photo, le GH5, modèle tout court, modèle simple, sera plus adapté à vous étant donné son capteur de 20 mégapixels. Et si vous êtes vraiment photo et quelques vidéos de temps en temps, le G9 qui a été annoncé au mois de novembre dernier, qui devrait être disponible incessamment sous peu, là sera vraiment adapté pour vous. Quoi qu'il en soit, ce GH5S intéressera vraiment donc les vidéastes et son prix est de 2499 € avec une disponibilité en ce mois de janvier. Seconde nouveauté, un tout petit appareil photo, le DxO One. Il est déjà connu de ceux qui possèdent des iPhones. Il est désormais disponible en version Android. Il a toujours un capteur de 1 pouce, de 20 mégapixels, autrement dit un capteur avec une belle résolution et surtout une grande surface par rapport à ce que proposent les smartphones. Un objectif fixe de 32 mm ouvert à 1.8 en équivalent plein format, la prise en charge du format RAW, un branchement par prise USB-C. Et cette dernière annonce, ce dernier détail, montre que tous les appareils Android ne seront donc pas compatibles, mais seulement ceux que vous avez sous les yeux. Une liste quand même intéressante, mais tout le monde ne pourra pas utiliser ce boîtier. Ce boîtier est lancé d'une façon presque confidentielle ou en tout cas limitée, puisqu'on peut l'avoir uniquement sur le site de DxO. Il y a un programme Early Access. En fait, DxO veut encore trouver les quelques bugs qui pourraient être présents, affiner les réglages sur le boîtier de telle manière qu'il satisfasse le plus grand nombre. Ils ont donc décidé de le lancer seulement sur leur site à un prix plus concurrentiel, puisqu'il est livré à son prix normal, mais avec un caisson de protection et des DxO Photolabs qui sont offerts. On change complètement d'univers avec un appareil photo instantané, le Kodak Mini Shot. C'est un petit appareil photo instantané qui possède un capteur de 10 mégapixels, mais qui transfère l'image prise par le capteur sur des impressions, puisqu'il est doté d'une imprimante intégrée pour faire donc des impressions instantanées. Un petit viseur de 1,7 pouces, somme toute modeste,
et des réglages pour l'autofocus, l'exposition, la balance des blancs. On reste tout de même sur un boîtier très simple d'emploi avec deux types de formats d'images possibles à l'impression et un prix autour de 100 $. Côté moyen format, il y a une mise à jour 1.2 pour l'Hasselblad X1D qui propose de nouveaux ratios d'images et ainsi qu'une amélioration de la visée en termes de format d'image, de niveau électronique, mais aussi une copie des images d'une carte à l'autre, ainsi qu'un autofocus pour scène optique avec l'adaptateur XH. Une belle nouveauté donc. Côté Fuji, mise à jour aussi avec la 4.0 pour le X Pro 2. Désormais, on peut filmer en 4K avec des simulations de films. Il y a un contrôle à distance de l'appareil par Wi-Fi ou USB, un support du logiciel Fujifilm X-RAW Studio, une amélioration du fonctionnement des contrôleurs pour flash, une sauvegarde et une restauration des réglages du boîtier qui est possible, et puis encore d'autres petits détails. Vous trouverez la liste complète sur le site de Fuji. Autre mise à jour encore, cette fois-ci du côté de Canon, avec une meilleure prise en charge des objectifs TSE, ces objectifs à décentrement et bascule qui sont destinés particulièrement à ceux qui photographient de l'architecture ou des objets qui ne demandent aucune déformation lors de la prise de vue. Ce sont les boîtiers pro qui sont ciblés étant donné que ces objectifs eux-mêmes ciblent les pros. Vous avez la liste complète sous les yeux. Le 6D Mark II n'en fait pas partie tout simplement parce qu'il a directement embarqué ses correctifs étant donné qu'il est sorti récemment. Autre mise à jour du côté de Sony, avec le Sony Alpha 9 avec une mise à jour 2.0. Mise à jour de l'autofocus continu tout d'abord, possibilité de configurer une touche personnalisée pour protéger des images le plus facilement possible. Un transfert d'images possible par FTP de façon protégée, également des informations de l'adresse MAC de l'appareil sur le réseau filaire, un ajout de métadonnées IPTC qui est possible aux fichiers donc, qui sont présents sur le boîtier, et un avertissement de surchauffe du capteur lorsque l'on fait beaucoup de photos en rafale ou lors de tournage en 4K. Après les boîtiers, les objectifs, avec une première nouveauté du côté de Nikon qui nous propose un superbe 180-400, autrement dit un téléobjectif très long, un téléobjectif qui possède une particularité puisqu'il a en son sein un multiplicateur 1,4. Avant de nous attarder au multiplicateur, regardons déjà la composition optique, 27 lentilles en 19 groupes, avec des traitements optiques très particuliers de telle façon à assurer un maximum de performance. Et donc, particularité de cet objectif, un levier sur le flanc de cet objectif qui nous permet d'agir de telle façon à activer ou désactiver un téléconvertisseur 1,4x. Autrement dit, vous avez normalement un 180-400 et si vous activez le téléconvertisseur, vous passez à une focale de 560 mm au maximum en plein format. Et si vous utilisez un boîtier avec capteur APS-C, vous avez carrément un 840 mm. Un objectif donc qui intéressera les photographes de sport, les photographes animaliers. Un objectif qui possède aussi une stabilisation. Nikon annonce jusqu'à 4 diaphragmes gagnés, c'est quand même appréciable. Une mise au point minimale de 2 mètres qui est relativement courte et qui permettra de la proxy photo. Une motorisation autofocus optimisée pour le suivi des sujets rapides. Et puis des nombreux joints d'étanchéité. Le tout a un prix et il est coquet, 11 999 €. Passons du côté de Samyang qui propose un 14 mm 2.8 autofocus uniquement pour la monture Canon. Samyang est surtout spécialiste d'objectifs à mise au point manuel. Désormais, nous avons un objectif à mise au point autofocus, compatible plein format, avec une formule optique assez élaborée de 15 lentilles avec 2 verres asphériques, un diaphragme à 7 lamelles, une mise au point minimale intéressante elle aussi de 20 cm, et un encombrement assez classique vu le type d'objectif. Cet ultra grand angle, qui possède des joints d'étanchéité permettant une meilleure protection, est vendu à un prix très intéressant lorsqu'on le regarde son homologue chez Canon. Je pense que tous ceux qui sont canonistes et qui sont à la recherche d'un ultra grand angle à 14 mm seront attentifs à cet objectif et attendront les essais avec intérêt. Repartons dans les prix très élevés avec le Leica Noctilux 75 mm f1.25. Autrement dit, un objectif très ouvert comme l'annonce non seulement l'ouverture, mais même le nom Noctilux
c'est une gamme d'objectifs chez Leica qui vise vraiment les très grandes ouvertures pour avoir la possibilité de photographier en très basse lumière. A priori, le contrat est tenu, mais à quel prix? Puisque vous le voyez, le prix est de 11 900 €. Vous voyez que aussi la composition optique est relativement élaborée. On a un beau diaphragme 11 lamelles qui devrait assurer les très beaux flous d'arrière-plan et une mise au point mini très correcte de 85 cm. Encore Leica, mais cette fois-ci pour les boîtiers SL. Le précédent, je ne l'ai pas dit, est pour la monture M. Ici, donc, c'est pour les boîtiers moyen format de chez Leica. Un 75 mm et un 90 mm qui sont assez semblables dans leur construction, dans leur encombrement, et vous le voyez, dans le diaphragme maximum possible, ouverture 2. Il y a 11 lentilles réparties en 9 groupes, avec l'emploi d'une lentille asphérique, une mise au point minimale de 50 cm, un moteur pas à pas dual synchro drive pour l'AF, et un poids de 700 g pour 10 cm de long. C'est donc un encombrement relativement raisonnable, un poids aussi raisonnable vu que c'est un moyen format, mais bien entendu, le prix est en conséquence, même s'il est plus raisonnable que l'objectif précédent, 4 400 € pour le 75 mm, 4 800 € pour le 90 mm. Disponibilité très prochaine, dans quelques jours pour le 75 mm et début février pour le 90. Autre objectif, beaucoup plus raisonnable ici, chez Sony. Un objectif qui nous montre que Sony n'abandonne pas la PSC. Ces dernières sorties concernaient le monde des pleins formats. Mais là, Sony nous propose un 18-135 qui s'adresse à tous ceux qui possèdent des boîtiers Sony avec des capteurs APS-C. Pour ceci, cela représentera un 27-202,5 pour être très précis, en équivalent plein format. Une lentille sphérique, 2 lentilles en verre à très faible dispersion. L'objectif est bien sûr stabilisé. La motorisation a été soignée avec une motorisation linéaire pour l'autofocus. Un encombrement relativement raisonnable, 8,8 cm, 6,72 cm de diamètre, 325 g seulement, et un prix très correct, avec une disponibilité pour le mois prochain de février. Autre 14 mm après celui de Samyang, annoncé tout à l'heure, le Yongnuo YN 14 mm f2.8, avec une formule optique de 12 lentilles, dont 2 asphériques en 2 groupes, un diaphragme à 7 lamelles, une mise au point minimale de 20 cm, et d'autre part un encombrement très classique comme le poids. Cet objectif est uniquement disponible en monture Canon EF. Il faut dire que cette marque est connue pour faire des copies des objectifs Canon, ou des quasi-copies des objectifs Canon. Ici, il propose cet objectif à un prix intéressant, 600 $. Cela étant dit, il n'est pas si loin que cela de celui de Samyang. Il faudra donc que la qualité soit quand même au rendez-vous. Sinon, je pense que beaucoup s'orienteront plutôt vers Samyang que vers Yongnuo. Voigtlander, quant à lui, nous propose le Nocton classique 35 f1.4. C'est une adaptation du modèle qui avait été destiné d'abord au Leica M, à tous ceux qui avaient la monture Leica M. Désormais, il a la présence de contact pour la transmission des données, une mise au point minimale de 30 cm et il cible ceux qui ont des appareils Sony. La mise au point minimale est de 30 cm, très correct, un diaphragme à 10 lamelles et un prix et une disponibilité à venir. Côté Hasselblad, un adaptateur est désormais disponible qui permet d'adapter les objectifs X-Pan sur le X1D. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de l'argentique, le X-Pan était un appareil argentique lancé en 1998. En fait, une collaboration entre Hasselblad et Fuji qui était le véritable fabricant du boîtier. Hasselblad, eux, se concentraient sur les objectifs, même s'ils étaient eux également fabriqués, il me semble, par Fuji. Cet appareil avait une particularité, c'est un double format. Il permettait des photos au format 24-36 ou bien au format panoramique 24 par 65. Habituellement, le panoramique, on le fait en photographiant à plusieurs reprises son sujet, en balayant son sujet, puis en assemblant ensuite en informatique. Et bien là, d'une seule traite, avec une seule prise photo, on pouvait faire des photos panoramiques. Et Hasselblad propose cet adaptateur. Qui permet d'adapter ces trois objectifs, le 30 mm, le 45 et le 90 mm, destinés d'abord donc au système X-Pan, sur le X1D.
L'adaptateur est donc disponible pour seulement 179 €. Il faut aussi faire la mise à jour que je vous ai annoncé tout à l'heure du X1D pour rendre compatible le boîtier avec les objectifs par l'intermédiaire de cet adaptateur. Un sujet un peu plus original, ou en tout cas un peu plus spécifique, le Leica 50 mm f2. Ce n'est pas une nouveauté, il existait déjà, mais il nous est proposé dans une édition limitée à 500 exemplaires. Alors, ce qui se passe, c'est que les prix sont en conséquence, à savoir que déjà la version ordinaire était à 7400 €. Et bien ici, cela vous coûtera 9100 € si vous voulez acheter cette version spécifique, disponible en noir ou bien couleur métallisée. J'espère que cet épisode vous a plu. La seconde partie, les accessoires et le numérique, est à venir très prochainement. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir et m'encourager. N'hésitez pas aussi à mettre des questions, des remarques dans les commentaires. À très bientôt donc.